sur un sujet qui va être complètement différent, effectivement. Nous allons changer d'univers par rapport à la conférence d'hier. Et donc, je vais procéder à l'aide d'un diaporama. Tout de suite vous dire sur le sujet, qui est donc en effet les rapports de la négociation avec le Saint-Siège. Je n'entrerai pas dans des considérations de fond de tiroir ou de rumeurs ou de comment dirais-je, de suspicions diverses. Il ne s'agit pas du tout de ça, il ne s'agit pas du tout d'enquêter, j'allais dire, dans les arrière-plans de la politique du Vatican. Ce n'est pas du tout ça mon approche. J'ai simplement considéré, en travaillant sur cet ouvrage intitulé Le rêve de Sully, qui est une histoire de la négociation à travers les mots-clés, j'ai simplement effectivement été très surpris de l'importance prise peu à peu, au fur et à mesure de mes recherches, de l'importance prise par l'activité diplomatique du Vatican tout au long de l'histoire, et ce à partir du 5e siècle. Au fil des diapositives que je vais vous présenter, vous verrez que souvent, ce que je mets en valeur, c'est le fait que c'est lorsque, pour la première fois, qu'un ambassadeur résident a été nommé quelque part, c'est une initiative du Vatican. Et je pourrais multiplier les exemples du même ordre, comme si le Vatican, soucieux effectivement de médiation constante, très tôt, avait mis en place les structures institutionnelles, l'ambassadeur en particulier, l'ambassadeur résident, et d'autre part un certain nombre de concepts issus de l'idée même de médiation. Je serais amené à vous dire à quel point la médiation et la négociation sont deux choses éventuellement assez différentes. Comment s'est construit ce diaporama ? Dans un véritable va-et-vient entre le Vatican comme institution ayant effectivement une activité diplomatique, d'une part, et d'autre part, un certain nombre de mots-clés qui sont, pour la plupart d'entre eux, des concepts issus en effet du Vatican, et qui sont aujourd'hui des concepts basiques de toute négociation, quelle que soit la négociation. Et j'évoquerai avec vous un certain nombre d'aspects de la négociation qui peuvent surprendre. Alors, donc, oui, en effet, à propos du Saint-Siège et de la négociation, il y a une histoire. Il y a un savoir-faire, je parlais tout à l'heure de concepts et de mots-clés, et il y a une actualité, évidemment. Je suis allé voir du côté de Léon XIV, et non pas Louis XIV, comme je l'ai entendu dire par un enfant il n'y a pas longtemps dans une rue de Gavray, s'adressant à sa maman. Alors le nouveau pape, c'est Louis XIV. La maman n'a pas osé rectifier. Et donc, en effet, il y a une actualité diplomatique du Vatican, dont je vous parlerai aussi. Alors, bon, effectivement, je fais valoir ce dernier livre que je viens de publier, c'est mon 7e essai en matière d'histoire culturelle. J'y ouvre un espace aussi pour la question vaticane, mais pour l'essentiel, c'est d'abord une histoire de la négociation à travers les mots-clés, je le disais tout à l'heure. Le livre est à votre disposition si vous souhaitez le feuilleter, ou même l'acheter éventuellement. Alors, je suis très soucieux, quand j'écris, d'assurer le sens des mots qui sont utilisés. Donc, il sera nécessaire, en effet, ça fera partie de ma démarche explicative, de bien préciser ce qu'on entend par négociation et diplomatie. Qu'est-ce que exactement le Vatican ? Jusqu'à ce que je procède à des recherches, je ne savais, j'étais incapable d'apporter une réponse précise. Qu'est-ce que la curie ? Qu'est-ce que le Saint-Siège ? Ces mots ont un sens précis. Les préciser devant vous, j'ai à cœur de le faire. Nonce, nonciature, légat, ambassadeur, autant de mots effectivement qui nécessitent d'être approchés avec une certaine rigueur. Et puis, je tirerai du matériel linguistique utilisé par les négociateurs d'aujourd'hui quelques exemples, par exemple ce qu'on appelle la rationalité limitée, mais gardons ça pour tout à l'heure. C'est une présence physique. Le Vatican à Paris est physiquement présent. Voilà la nonciature, le bâtiment où réside effectivement le nonce apostolique représentant le Vatican pour la France à Paris. On n'est pas loin du Trocadéro.
Alors, je vous disais tout à l'heure, le souci que j'ai, c'est de revenir sur le sens des mots, la négociation. Je vais d'abord monter jusqu'à l'origine du mot. Négocium se compose de deux termes, la négation, né ou non, et puis négation, hein, vous reconnaissez effectivement le radical, et osium. Qu'est-ce que l'osium? C'est l'activité dont fait preuve le monde du travail en général. Les commerçants, les paysans sont dans l'osium, ils travaillent de leurs mains, même si la tête accompagne les mains, ils sont dans le monde antique considérés essentiellement comme des travailleurs de la main. Sont considérés comme des travailleurs de la tête ceux qui mènent les affaires, les grands propriétaires terriens, les hommes politiques. Eux, ils sont dans le négociant, dans quelque chose qui n'est pas le travail manuel. Alors vous voyez apparaître le lien effectivement entre l'art des affaires et la négociation. Ce lien, très sensible à travers le mot de négociation, ce lien remonte à très haut, puisque les Romains eux-mêmes avaient conscience effectivement du dialogue nécessairement engendré par la pratique des affaires. Chaque fois que des hommes, partant d'un désaccord, établissent un dialogue pour parvenir à un accord qui satisfasse les deux parties, on a une négociation. Et j'ai fait exprès de mettre une image qui est antagoniste par rapport à ce que je viens de vous dire. Il n'y a pas négociation quand deux hommes se font face et chacun tire de son côté pour faire chuter l'autre et récupérer toute la corde. C'est pas ça la négociation. Le mot, donc, je le laissais entendre tout à l'heure, s'applique à toute situation de conflit nécessitant qu'on parvienne à une solution mutuellement acceptable. Et il y a des cas auxquels on ne pense jamais, qui sont pourtant des cas exemplaires de la négociation. Par exemple, les relations parents-enfants. Apparaît la page de couverture d'un livre dû à Laurent Combalbert. Laurent Combalbert est un ancien négociateur du GIGN qui a changé d'activité. Il dirige actuellement, en France, entre Montargis et Courtenay, donc pas très loin de Montargis, un des plus prestigieux campus de formation à la négociation, à dimension internationale, aussi réputé que discret. La discrétion fait partie de l'apprentissage de la négociation. Et il a publié ce livre paradoxal, qu'on peut résumer en un mot. Si l'on sait véritablement négocier avec ses enfants, on sait déjà presque tout de la négociation. Vous allez me dire comment se fait-il? Tout simplement parce que s'il y a une situation de dialogue où l'affect, c'est-à-dire le sentiment, je veux dire, est sans cesse sollicité à travers ce qu'on dit, interfère avec ce qu'on dit, c'est bien lorsque on discute avec ses enfants. Le dialogue avec les enfants, même si on a un objectif rationnel qui est par exemple qu'ils aillent se coucher, on ne peut s'empêcher dans ce dialogue de ressentir quelque chose, d'être un peu déchiré entre la contrainte qu'on exerce sur l'enfant et puis la relation profonde, qui est une relation aimante, qu'on a évidemment aussi avec l'enfant. Donc cette présence de l'affect, c'est-à-dire du sentiment, dans le dialogue qu'est la négociation, cette présence de l'affect est extrêmement forte et sensible dans la relation qu'ont les parents avec leurs enfants. Mais elle est toujours présente dans la relation qui s'établit au sein de la négociation entre les deux parties qui discutent ensemble. On ne peut éliminer l'affect, on ne peut prétendre réduire la négociation à une simple confrontation d'arguments. C'est inexact. Alors, bien sûr, chacun d'entre vous, vous avez présent à l'esprit d'autres emplois, les relations commerciales extrêmement présentes aujourd'hui, elles sont sur le devant de la scène. Toutes les grandes formations à la négociation sont d'abord des formations à la négociation commerciale. Ce ne sera pas notre propos aujourd'hui, évidemment. Et puis professionnel, vous savez, ce qu'on appelle les négociations collectives, voulues par l'État au sein des entreprises, et qui se déroulent, je crois, à un rythme, je ne sais pas si c'est annuel ou tous les 5 ans, j'ai plus ça présent à l'esprit. Bon, vous voyez, je reprends une image forte qui est celle du bras de fer. Non, là encore, comme la corde tout à l'heure, lorsqu'on en est au bras de fer, on est déjà sorti de la négociation, ou on n'est pas encore entré dans la négociation. Vous voyez, derrière tout ce que je vous dis, je fais venir peu à peu une idée clé de la négociation qui est celle même
du Saint-Siège, à savoir non pas le rapport de force, mais la médiation. Et voyez d'ailleurs qu'il faut bien arriver à un résultat, et les deux mains qui se serrent, l'une serrant l'autre, elles se serrent sur un résultat certainement obtenu. Alors il faut encore distinguer en matière de négociation les situations de crise. Voilà. Alors, la diapositive vous dit à peu près tout. Typique de la situation de crise, c'est la prise d'otage, soit individuelle, soit collective. Mais vous entendez parler régulièrement de données d'entreprises qui sont piratées. C'est une situation de crise. Tout acte terroriste en général, y compris les détournements d'avions, bien sûr, qui aujourd'hui sont devenus assez rares, tout acte terroriste, effectivement, doit mettre en œuvre, de la part des intervenants, un sens de l'immédiateté, ce que j'appelle l'urgence, un sens de l'immédiateté, qui fait que la situation de crise n'obéit pas, dès lors que si enclenche une négociation, elle n'obéit pas exactement au même principe que la diplomatie elle-même. Alors, avant d'en venir à ce qui fait la différence entre la situation de crise et la négociation diplomatique, j'ai laissé là quelques exemples, je ne vais pas m'y attarder, mais certains d'entre vous ont en mémoire ce qui s'est passé par exemple à l'aéroport de Marignane en 1994, une prise d'otage. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Laurent Combalbert, ancien du GIGN. Entre autres, au fait d'armes, qui suscite chez moi en tout cas une très grande admiration. C'est lui qui, appuyé à toute une équipe, a négocié en 1994 la reddition des terroristes et par conséquent la libération des otages à Marignane. Alors, il était sur le devant de la scène, c'est lui qui menait l'affaire, et il le dit très modestement, ça a été simplement 19 heures non-stop de négociation. Mais le résultat est là. Tous les otages pris, donc séquestrés dans l'avion, ont été libérés, et les terroristes se sont rendus. Donc, vous sentez que la situation de crise exige un savoir-faire qui puise fortement dans les ressources personnelles du négociateur. Alors, différence doit être faite en effet avec la négociation dans le temps long, qui se caractérise non pas par l'urgence mais par la patience. Rappelons-nous, cette Union européenne dont nous nous félicitons aujourd'hui, à tort ou à raison, mais c'est un autre sujet, cette Union européenne, il a fallu 60 ans pour qu'elle se construise. Ça ne s'est pas fait en quelques jours. 8 traités, le tout dernier c'est le traité de Lisbonne en 2005. Vous voyez, là on est typiquement dans la projection sur le long terme, une qualité propre à la diplomatie, au sens où elle ne gère pas les crises. Vous savez, j'ai d'autres exemples. La fameuse crise des missiles de Cuba, alors je ne sais plus en quelle année on est, je dirais dans les années 1970. Le ministre des Affaires étrangères américain, c'était McNamara. McNamara, l'affaire étant terminée par le retrait des installations de missiles russes de Cuba, l'affaire étant terminée, a réfléchi sur cette affaire et a dit, pour moi, ça n'a pas été l'occasion d'une négociation, ça a été l'occasion en fait d'une gestion de crise. Et effectivement, quand on analyse, Kennedy qui a pris la décision à ce moment-là, lorsqu'il a pris la décision, on lui a soumis, son équipe lui a soumis 7 ou 8 hypothèses de réponse possibles. Il les a examinées très vite, il en a choisi une, et avec tout ce qu'on sait, c'est le choix qu'il a fait, c'est pas au terme d'un long raisonnement comparatif, c'est simplement, il a ressenti l'une d'entre elles comme étant la plus satisfaisante, c'est pas aller au-delà, voyez. Donc, la crise des missiles de Cuba n'a pas été gérée de manière diplomatique, mais en tant que situation de crise avec un responsable qui prend rapidement la décision qui lui semble la meilleure, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit nécessairement la meilleure. Le mot de diplomatie, justement. Alors, bien sûr, pas de diplomatie sans recours à la négociation, c'est une évidence. Alors, je rappelle que c'est presque des truismes, mais quand même, il y a diplomatie lorsque la négociation se passe entre des pays dont les intérêts sont différents. Bien, le cadre n'est plus celui des relations intranationales, mais c'est celui des relations internationales. C'est une évidence, mais il faut la rappeler.
Alors, les spécialistes qui sont en charge des négociations, évidemment, on les appelle des diplomates, soit. Mais, ça, c'est les diplomates qui se réunissent en petit comité à Vienne en 1820, avec le rôle important joué à cette époque par Talleyrand, ils sont au nombre au maximum d'une dizaine. De ce point de vue-là, et le Vatican en a bien conscience, la négociation a énormément changé. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la société civile, les ONG, les grands groupes industriels, pensez à Total, je prends ça comme exemple, les grands groupes financiers, sont partie prenante des négociations. Or, ils ne représentent pas les intérêts de l'État. Ils représentent leurs propres intérêts, même si ces intérêts ont une dimension mondiale, ce sont des intérêts privés. La société civile, aujourd'hui, interfère avec toutes les grandes négociations, en particulier en ce qui concerne les négociations climatiques, vous l'imaginez bien. Pourquoi j'ai mentionné le traité d'Ottawa de 1997 ? L'aboutissement de ce traité, ça a été l'interdiction des mines antipersonnelles, qui est encore applicable aujourd'hui. À l'origine des négociations qui ont abouti à ce traité, il y a des ONG. Il n'y a pas des gouvernements, il y a des ONG. Ce sont des ONG qui se sont, alors je ne sais plus lesquelles exactement, mais qui se sont unies, qui se sont réunies, qui ont fait, à ce moment-là, elles acquièrent dans l'espace public une certaine puissance, et elles ont fait pression sur les gouvernements pour que s'enclenchent des négociations. Donc là, on a un cas exemplaire où non seulement la négociation aboutit à des résultats grâce aux ONG, mais elle se déclenche, elle est initiée grâce aux ONG. C'est-à-dire que c'est la société civile qui prend la main sur les relations internationales dans le cas présent. C'est tout à fait intéressant. Alors, en effet, tous les négociateurs, alors qu'il s'agisse de la diplomatie ou de la négociation commerciale, effectivement, connaissent des principes de base. J'en ai mis que 2 ou 3, là. Je ne vais pas m'attarder trop d'ailleurs, parce qu'il y en a une dizaine au total. Bien. La rationalité limitée. Pour le faire simple, disons que l'homme est un être de raison qui la perd à tout instant. C'est ça la rationalité limitée. Il y a un exemple qui remonte à haut puisqu'il vient de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau met en scène 2 chasseurs qui se sont mis d'accord, ils savent qu'il y a un cerf de grande taille qui est là, j'allais dire presque à disposition dans la forêt. Simplement, si chacun reste avec ses propres moyens, jamais il y arrivera. En fait, si les 2 chasseurs conjuguent leurs moyens, ils ont toute chance, effectivement, de mettre la bête à raison, comme on disait autrefois. Donc ils partent dans la forêt. Voilà que l'un d'entre eux, en marchant, ils sont au coude à coude, et tout à fait d'accord pour agir ensemble. Mais voilà que l'un des 2, à sa droite, aperçoit un lièvre. Aussitôt, il se précipite sur le lièvre. Sans prendre la mesure des conséquences, c'est-à-dire qu'il rompt le pacte établi avec le cerf. Et il se précipite vers un avantage immédiat, absolument immédiat, qui l'aveugle sur son intérêt réel, parce que vaut un lièvre par rapport effectivement à un énorme cerf qu'on a les moyens de subjuguer. Donc là, voilà, c'est ce que Rousseau le dit. Ce qu'il appelle l'état de nature, l'instinct, est prêt à tout instant à remonter et à fausser le jeu. Donc effectivement, il y a tout intérêt quand on négocie, sans cesse se rappeler tout le monde, soi-même au premier chef, on est soumis à des résurgences de l'instinct qui peuvent nous faire dévier et nous entraîner dans des directions inattendues. C'est de l'ordre du contrôle de soi, mais au moins faut-il... Alors, c'est pas si simple que ça, parce que je reparlerai tout à l'heure des émotions. Laurent Combalbert, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dit « Les émotions, il ne faut pas essayer de les contrer, il ne faut pas essayer de les éviter. Non, les émotions, elles font partie de l'agir humain. Elles sont consubstantielles à l'homme. Simplement, il faut avoir conscience qu'elles interfèrent avec ce qu'on fait. Il faut savoir, dans certains cas, les utiliser. 2 négociateurs, l'un, face à la proposition que lui fait l'autre,
a presque envie de se mettre en colère, qu'il laisse apparaître, non pas qu'il l'exprime violemment, mais qu'il laisse apparaître effectivement les signes de la colère. Ça lui permet de bien faire comprendre à son interlocuteur que, eh ben voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, mais il va le dire ensuite. Vous voyez, vous avez dû voir dans mon visage un certain nombre des signes qui font dire que je ne peux pas être d'accord avec votre proposition. Donc les sentiments, il ne faut pas les contrer sans cesse, mais savoir les utiliser quand ils se manifestent. Intérêt et valeur. Alors je ne veux pas trop m'attarder, et donc je passe là-dessus, mais le positionnisme. Je suis frappé. Maintenant que je connais ces termes-là, et maintenant que j'ai fréquenté aussi quelques négociateurs, le positionnisme. C'est tout simple, le positionnisme. Je vais reprendre mes notes parce que j'ai préparé quelque chose dont je suis fort content, si je les retrouve. Voilà. Oui, voilà. J'affirme ma position et j'attends, les bras croisés, que la partie adverse s'y range sans aucune condition. C'est ça le positionnisme. Écoutez les... Je ne veux pas généraliser, mais certaines déclarations de responsables, soit syndicaux, soit politiques. Et appliquer cette grille du positionnisme. Voilà, je pense ça, j'affirme que c'est ça qu'il faut penser, et j'attends maintenant que le gouvernement ou le patronat s'y range. Ça, c'est du positionnisme. C'est-à-dire, ça bloque toute négociation. Laurent Combalbert appelle ça le sort non tant pis. Ben oui, lorsqu'on est en présence d'un forcené qui s'est enfermé dans une maison, si on lui dit simplement « sors », il répond quoi? Ben non. Et l'autre répond ben tant pis. Et puis tout s'arrête là. Le sort non tant pis est redoutable, et c'est malheureusement, pour moi en tout cas, la tonalité de beaucoup de déclarations politiques qu'on peut entendre effectivement à la radio. Alors, il va être grand temps de... Voilà. Oui, alors surtout n'imaginez pas les diplomates en poste à l'étranger comme étant sans cesse à la table des négociations face à des interlocuteurs du pays où ils résident. C'est exceptionnel la négociation. Le plus souvent, ils sont dans les bureaux et ils gèrent la représentation politique et culturelle. Vous savez, quand j'étais en Union soviétique, donc j'allais souvent à l'ambassade, puisque je dépendais directement de l'ambassade de France à Moscou. Et donc, j'ai très vite compris que le personnage, après l'ambassadeur, le personnage important, le plus important, c'était le conseiller économique. Le conseiller économique. Les ambassades jouent un rôle de représentation considérable en matière économique, commerciale bien sûr, et culturelle aussi, organisation d'expositions, échange de professeurs, invitation d'écrivains, etc. Que vient faire le Vatican dans une histoire de la négociation? Alors, encore, le souci que j'ai de bien distinguer les mots. Le Vatican, c'est un micro-État dont le territoire est enclavé dans la ville de Rome. Il est souverain seulement depuis les accords de Latran de 1929. Alors, ces accords de Latran, le palais de Latran, c'est la résidence principale du pape. Vous savez, si on remonte antérieurement, le Saint-Siège n'a aucun support territorial depuis 1870. 1870, c'est la prise de Rome et la disparition des États pontificaux. Le royaume d'Italie se constitue en une unité nationale et donc s'empare des États pontificaux. Donc Rome est suspendue dans les airs. Le problème n'aura sa solution qu'en 1929, où enfin un support territorial est reconnu au Saint-Siège. C'est la création donc de l'État de la Cité de Vatican. Alors j'avais noté que le nombre d'habitants qui n'est pas considérable, enfin, voilà. Donc symboliquement, le Saint-Siège est enraciné quelque part, et ça c'est capital. Le Saint-Siège, justement, c'est une personne morale. Il représente le pape à l'international, mais ceci depuis le IXe siècle. C'est depuis le IXe siècle, donc on parle du Saint-Siège, et tout le monde sait ce que c'est que le Saint-Siège. Le Saint-Siège est l'interlocuteur de toutes les grandes puissances européennes. C'est le Saint-Siège, pas le Vatican. Le Vatican, vous savez, à l'origine, c'est le nom d'une des collines de Rome, tout simplement. Et puis, qu'est-ce que c'est que la curie dont on dit quelquefois pique-pendre? Bon, ce qui m'amuse toujours beaucoup. La curie, c'est l'ensemble des institutions qui forment le gouvernement du Saint-Siège. C'est un État, il y a donc un gouvernement. Ce gouvernement s'appelle la curie.
Alors, voilà ce que je vous laissais entendre tout à l'heure. L'un des plus anciens services diplomatiques au monde, puisqu'il s'est constitué au 5e siècle, c'est le Saint-Siège. L'école diplomatique, elle porte un autre nom, l'école pontificale, je crois, je ne suis pas certain, mais au vrai, c'est-à-dire de par le contenu de son enseignement, l'école diplomatique la plus ancienne en Europe, elle date de 1701, et bien c'est celle du Saint-Siège. Les diplomates du Saint-Siège, vous le savez, sont qualifiés de nonces apostoliques. Et l'actuel nonce apostolique, dont nous avons vu tout à l'heure le lieu de résidence, c'est donc Monseigneur Celestino Migliori. Alors, quelques repères historiques. La notion même de pape, ça m'a surpris, ne remonte finalement qu'au IIIe siècle. Avant le IIIe siècle, c'est l'évêque de Rome. Le pape incarne tout au long des 10 premiers siècles à peu près, essentiellement une puissance spirituelle qui régit les questions de dogme à l'échelle de l'Europe, en tout cas pour cette période-là, et qui entretient, en tant que Saint-Siège, des rapports avec les grandes puissances de l'époque. Bien. À partir du XIIe siècle, un siècle de la réforme grégorienne, j'espère ne pas me tromper, le pouvoir spirituel du pape ne suffit plus. Il se double d'un pouvoir temporel. Et désormais, Rome aura partie liée avec tous les grands événements de l'histoire européenne, que je ne vais pas rappeler pour l'instant, mais vous savez que les papes ont résidé à Avignon pendant un certain temps, tout simplement parce que la ville même de Rome a été en proie à des attaques incessantes de la part des Habsbourg en particulier. Ça devenait totalement inconfortable, voire dangereux même pour le pape, d'où le choix de résider quelque temps à Avignon. Et alors, il y a le christianisme, il y a la chrétienté. On ne peut pas évoquer la diplomatie européenne, et particulièrement celle du Vatican, sans poser clairement une unité de vision des choses qu'on appelle la chrétienté. Alors, la chrétienté, sous le contrôle des abbés qui sont là, je crois que... Oui. Il faut être sur cette question-là bien précis. Qu'est-ce qui est présent à l'esprit des Européens dans cette période qui va justement, disons, grosso modo, du 5e siècle au 16e siècle? Qu'est-ce qui est présent dans l'esprit des Européens qui se considèrent comme chrétiens? Un seul et même cadre de référence. Quelles sont ces références? La révélation, bien sûr. La Bible, ça va de soi. Dieu est au centre de l'univers, et non pas l'homme au centre de l'univers. Rappelez le dessin attribué à Léonard de Vinci, où effectivement, dans le cercle, l'homme qui étend, j'allais dire, ses tentacules dans toutes les directions, parce qu'il est le centre de l'univers. Cette idée commence à s'installer à la Renaissance. Mais avant, non, Dieu est au centre de l'univers. Et autre référence dans la vision chrétienne, qui s'appelle la chrétienté, c'est l'homme est en marche vers le divin. Moi, j'ajouterais à titre personnel une autre caractéristique de la chrétienté. Ça m'est personnel. Tu fais ce que tu crois. Alors, donc, ayons bien présent à l'esprit que toutes les grandes puissances européennes, jusqu'au début du XVIIe siècle, agissent, réfléchissent dans ce cadre commun de référence qui va vaciller, bien sûr, avec l'apparition de ce qu'on appelait à l'époque les Huguenots, c'est-à-dire les premières divisions du christianisme avec les guerres de religion qui vont s'ensuivre. En 1049, Léon IX crée une force armée qui devient redoutable. À leur tête, des chefs payés, des condottieri. Je vous ai mentionné le nom de l'un d'entre eux, qui a sa statue à Rome d'ailleurs, et qui avait mis au point une technique, une tactique, non pas une stratégie, mais une tactique qui est celle des frappes éclairs, à des endroits inattendus, en tout cas des endroits que l'adversaire n'attend pas. Cette fameuse garde suisse dont on voit volontiers des images à la télévision, n'imaginez pas qu'elle remonte à loin. En fait, elle ne remonte qu'à 1527. Le pape de l'époque, qui a échappé de peu effectivement à la mise à sac de Rome, c'est Charles Quint, uniquement chrétien bien sûr, qui envahit Rome et puis qui dévaste la ville.
trouve que quand même ça fait beaucoup. Il est obligé de s'enfuir dans des conditions scabreuses, et donc à partir de lui, décision est prise qu'autour du pape, il y aura toujours une garde rapprochée, fidèle et fiable. C'est ce qu'on appelle la garde suisse. Alors, comment se fait-il effectivement que le Vatican, enfin le Saint-Siège je veux dire plutôt, ait développé un savoir-faire de l'ordre de la négociation? Tout simplement parce que Rome est au cœur de l'Italie, bien sûr. L'Italie n'existe pas comme telle, vous le savez, elle n'existera qu'à la fin du XIXe siècle. Ce qui existe en lieu et place, c'est des cités-États italiennes. Elles sont en très grand nombre. Elles traitent chacune de façon autonome avec les grandes puissances européennes. Elles se bagarrent continuellement. Les guerres entre les cités constituent le vrai rythme de vie de l'Italie de cette époque-là, qui n'est pas encore l'Italie justement. C'est ce qui fait que le pape ne cesse pas, au nom de cet esprit de médiation dont je vous ai déjà parlé, ne cesse pas d'envoyer partout des légats, les legatimici, envoyés spéciaux, mais chaque fois chargés d'une mission précise. Effectivement, donc se constitue comme ça, j'allais dire, un personnel, un savoir-faire, des habiletés, des concepts, toute une pratique de la négociation que les circonstances italiennes ont finalement imposé à Rome, Rome étant soucieux de sauvegarder l'unité de la chrétienté. Alors, comme les conflits sont permanents, et entre les cités, et de Rome avec les autres puissances, en particulier les Habsbourg, en particulier le Saint-Empire germanique, eh bien le pape se dit que ce serait bien effectivement que désormais, il ne fasse plus mouvement les envoyés spéciaux, mais qu'ils restent sur place. Donc le premier ambassadeur résident à demeure dans le pays où il est envoyé, eh bien, ce sera en 1535, c'est en France. Et le tout dernier ambassadeur nommé par le Saint-Siège, c'est tout récent, c'est en 2023 à Oman. Ah, alors, on se heurte. Je vous ai laissé entendre tout à l'heure qu'à partir de la fin du XVIe siècle, du début du XVIIe siècle, l'unité qu'on appelle la chrétienté qui rassemble tous les pays dans une seule et même vision, avec les références que je vous ai données, cette unité-là, elle est mise à mal. J'ai évoqué les guerres de religion. Il y a c'est lié aux guerres de religion, mais un principe commence à occuper le devant de la scène au plan international, c'est le cuius regio, cuius religio. Alors, vous avez fait du latin, et donc la signification est simple, tel prince, telle religion. Donc ce n'est plus la vision chrétienne qui est l'unique façon de voir les choses, quel que soit le royaume. Non. Désormais, étant donné la religion adoptée par le prince, qui peut être effectivement la religion protestante, eh bien le peuple doit suivre. Le peuple sur lequel il exerce son autorité, nécessairement pratiquera la même religion. Alors, c'est la politique, c'est-à-dire la stabilité à l'intérieur de chaque pays. Ce souci-là commence à l'emporter sur l'unité religieuse de tous les pays, considérés comme un bloc. Alors, je voulais laisser entendre la médiation, effectivement, qu'on appelle au XVIIe siècle, dans le langage dans la correspondance des diplomates de l'époque, on appelle ça les bons offices. J'aime beaucoup cette expression. Et donc, je voulais laisser entendre une expérience séculaire, en effet. Regardez, je vous ai parlé de l'Italie et de l'état dans lequel elle se trouve, n'étant pas l'Italie, mais simplement un conglomérat de principautés, de duchés, tous en rivalité les uns avec les autres, avec la carte ne les fait pas apparaître de façon tout à fait satisfaisante, des villes qui deviennent des puissances politiques parce qu'elles se sont commercialement développées grâce au commerce avec l'Orient. Gênes, grande puissance commerciale plutôt. Venise, énorme puissance commerciale, et par conséquent militaire, et par conséquent politique. Il y en a quelques autres, comme Pise aussi à son temps. Et puis, je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais même une ville qui a laissé peu de traces dans l'histoire, comme Amalfi, elle-même était une puissance commerciale. Et le commerce constitue, arme en quelque sorte les cités-États,
sur le plan politique, mais dans un esprit de rivalité, de concurrence qui génère des conflits à n'en plus finir. Alors, pourquoi je l'ai mise là? Parce qu'elle me plaît bien. 16 mai 2025. Le corps diplomatique, c'est une tradition au Vatican, le corps diplomatique, dont tous les représentants étrangers, européens et non européens, bien entendu, américains, africains, tous sont réunis et pour entendre un discours, je crois qu'il est à Noël, si je ne me trompe pas, un discours du pape. Donc le tout dernier, c'était en 16 mai 2025. Et tout à l'heure, nous entendrons un extrait de ce discours. Je vous ai dit des concepts clés qui ressortissent à la médiation, à l'esprit de médiation, qui est l'esprit même de la diplomatie du Vatican, mais qui en même temps sont largement effectivement partagés dans la négociation. Le pape François a énoncé, pas de façon dogmatique dès le départ, voilà j'arrive sur le siège de Saint-Pierre et puis voilà quelle sera ma politique étrangère. Non, ça s'est constitué peu à peu. Donc il les a quand même très clairement exprimés au fil du temps. Le temps prime sur l'espace. Qu'est-ce qui est important? Alors, en Italie, ce que j'ai mis là, rappelez-vous bien sûr que désormais, le Vatican, enfin le Saint-Siège, n'est adossé à aucune espèce de force militaire. Il n'y a pas d'armée. Il n'y a pas une capacité de riposte militaire dont, en quelque sorte, le Vatican pourrait faire la menace dans le cadre de négociations à un moment clé. C'est pas possible, il n'y en a pas, tout simplement. Donc, la diplomatie vaticane, il faut la considérer comme d'essence essentiellement spirituelle. Dans cet esprit-là, qui encore une fois fait valoir la médiation comme étant la seule approche possible dans le cadre des relations internationales. Le temps prime sur l'espace, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais trouver ça un petit moment. Oui, c'est pas capital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement que pour gérer les problèmes et parvenir à des solutions, c'est pas au coup par coup, c'est jamais de façon immédiate, ça peut demander des décennies. Il faut savoir accepter de ne pas se crisper sur... je pense par exemple à ce qui s'est passé entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Le Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan a carrément, sans grande protestation internationale, mis la main sur le Haut-Karabakh. Bon, dans cet esprit-là, on ne va pas dire que le Saint-Siège accepte le fait accompli. Mais de fait, c'est fait. Pour l'instant, on n'a pas le choix. En revanche, là où le Saint-Siège va être précieux, c'est qu'il va créer, de par l'esprit de la médiation, créer le rapport entre les deux pays. Le créer non pas une seule fois, mais créer l'habitude de contact entre les deux pays. Veiller à entretenir, effectivement, veiller à ce que des relations régulières s'établissent entre les deux pays. Et peut-être que le Haut-Karabakh reviendra dans les mains de l'Arménie, peut-être dans 50 ans, peut-être pas. Mais au moins, un pas important a été fait, c'est de rendre possible une autre solution que militaire. Et ça, c'est la démarche typique du Saint-Siège. Donc ne pas s'opposer à un pays de manière frontale. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Staline. Oui, Rome combien de divisions? Ben oui, mais il tape à côté parce que c'est pas justement la démarche vaticane. Le pape François fait souvent état d'une diplomatie de la miséricorde. J'hésite sur le sens de ce mot-là. Et j'avoue que je vais trouver un sens exact. Le mot de miséricorde est un peu mystérieux pour moi. En tout cas, faire valoir, donner la priorité à la solidarité entre les hommes au nom de ce qu'on appelle le bien commun. Le polyèdre de la mondialisation. La mondialisation est actée. On ne reviendra pas en arrière, en tout cas pas tout de suite. Quelle image peut-on se faire de la mondialisation? Deux images sont possibles, deux représentations. L'une, c'est la bulle, ce qui veut dire que où qu'on soit dans le monde, tout le monde est sur le même plan sphérique si je puis dire, et donc à même distance par rapport à un centre. Donc tout le monde dans le même panier, c'est l'uniformité, on cherche l'uniformité. Bien. Le polyèdre, c'est une représentation différente des choses, et c'est celle du pape François, à savoir que lorsque vous occupez un point particulier sur l'une des nombreuses faces du polyèdre, vous n'êtes pas nécessairement à la même distance
est dans la même configuration que si vous occupiez un autre point, une autre face du même polyèdre. Donc là, l'image du polyèdre